j'ai dit qu'on allait continuer sur le cours de chimie quantique ou chimie théorique, hein, et le chapitre 2 qui concerne l'atome à un seul électron. Alors, l'atome à un seul électron est tel que l'électron qui gravite autour d'un noyau. Bon, quand on a dit l'atome a un électron, ça pourrait être l'hydrogène, comme ça pourrait être par exemple l'hélium, le cation d'hélium, He+, ou Li2+, ou Be3+, ainsi de suite. C'est-à-dire les entités ayant un seul électron, ce qu'on appelle des hydrogénoïdes. Des hydrogénoïdes. Donc, il y a un noyau et un électron qui gravite autour. Qui gravite pour l'instant, on va dire, il tourne autour d'eux. Comment? Ça, on va le voir après. Donc, toutes les entités hydrogénoïdes sont telles que un noyau et un électron. Le noyau est de charge plus Ze et l'électron de charge moins E. Bon, bref. Alors, il faut établir l'hamiltonien. L'hamiltonien pour l'atome est constitué de toutes les grandeurs énergétiques du noyau et toutes les grandeurs énergétiques de l'électron. Or, les seules formes d'énergie qu'on connaît jusqu'à présent, c'est, enfin, pour cet atome-là, c'est l'énergie cinétique du noyau, l'énergie cinétique de l'électron, ce delta c'est le laplacien, d'accord, on en a déjà parlé, l'énergie potentielle d'interaction noyau-électron, d'accord, interaction noyau-électron. Alors, en TD, on va essayer de voir cette expression-là, d'où est-ce qu'elle vient. En tout cas, vous le savez déjà, vous vous rappelez que la force d'interaction entre deux charges, c'est l'intensité de la première charge multipliée par l'intensité de la deuxième charge divisé par 4π epsilon 0 R au carré. Et comme la force dérive d'un potentiel, ça veut dire que le potentiel est une primitive de la force, et la primitive de 1 sur R au carré, c'est moins 1 sur R. Voilà. C'est pour cela que la force, on trouve moins Ze au carré sur 4π epsilon 0 R, mais l'énergie potentielle, c'est Ze au carré, 4π epsilon 0, donc le signe moins là, si on tient compte de l'origine des potentiels, c'est de l'infini jusqu'à la distance R, et ce signe-là s'en va avec l'intégration. Bon, rappelez-vous, ça, on l'a démontré lors de l'étude de la théorie de Bohr, en S1. Bref, donc l'équation de Schrödinger, c'est H psi égale E psi, avec H, c'est H total, dans lequel se trouve l'hamiltonien du noyau, l'hamiltonien de l'électron, d'accord? Ou plutôt c'est l'hamiltonien total, une partie concernant le noyau, une partie concernant l'électron d'une façon séparée, et une partie concernant leurs interactions. On l'a déjà vu. Voilà, il est là, donc voilà l'énergie cinétique du noyau, l'énergie cinétique de l'électron, l'énergie d'interaction noyau-électron. D'accord? Psi, comme vous le remarquez ici, la fonction d'onde de l'atome, elle dépend des coordonnées du noyau et des coordonnées de l'électron. D'accord? Alors là, il y a une grande approximation qu'il faudrait à chaque fois s'en rappeler pour l'étude de l'atome, ou même pour les molécules. On verra après que cette approximation aura un nom pour les molécules, c'est-à-dire quand vous avez un électron sur le squelette moléculaire, on suppose qu'à un certain moment, pour étudier le comportement de l'électron, il faut supposer que les noyaux sont fixes. Ça, c'est une approximation qu'on va voir après lors de l'étude de la méthode, l'étude de molécules dans la théorie LCO. On verra ça après. Bon, mais une chose, le noyau étant muni d'une masse, il a une masse de combien? Un proton, dans le cas de l'hydrogène, un seul proton. La masse du proton, rappelez-vous que le noyau est bourré de protons. Pour l'hydrogène, c'est 1, pour l'hélium, c'est 2 protons, et 2 pour le lithium,
3 protons pour ainsi de suite. Et à partir du carbone, il va y avoir, même à partir du bore, il va y avoir des neutrons qui interviennent. Pour l'hydrogène, hein, par exemple, le deutérium est constitué, le noyau est constitué d'un proton et d'un neutron. Ben, tout ça, c'est pas ça ce qui nous intéresse pour l'instant. Mais ce qui nous intéresse, c'est que on va négliger le mouvement du proton ou d'une manière générale du noyau devant celui de l'électron. Regardez, pardon, ici c'est la masse de l'électron, elle est de 10-31, la masse du proton, elle est de 10-27, donc il y a un rapport pratiquement de 2000. Un rapport de 2000. Donc, le proton est plus lourd que le neutron de 2000 fois. Donc, on peut supposer à un certain moment, hein, lors de l'étude de l'électron, que le noyau est fixe. D'accord? Ça, c'est une approximation très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie cinétique du noyau, ça va être considérée nulle. Et la distance noyau-électron, on va appeler R, puisque le noyau est fixe, donc on va l'appeler, donc la distance RNL, sera R. C'est la coordonnée radiale de l'électron. Parfait. Donc, l'hamiltonien devient donc la partie nucléaire, du point de vue cinétique, hein, l'énergie cinétique du noyau, est supposée nulle, donc l'hamiltonien est comment dirais-je, c'est suffisamment simplifié. Donc, mais faites attention à la fonction d'onde maintenant, il ne dépend que des coordonnées de l'électron. Alors que là, il dépendait des deux. C'est une approximation, puisque le noyau est supposé fixe. D'accord? Alors, le Laplacien, regardez, en coordonnées cartésiennes, il est comme ça. Mais, je retourne là, mais regardez, ici, si nous avons un Laplacien en coordonnées cartésiennes, R, il est en coordonnées cartésiennes, c'est quoi? C'est racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. D'accord? Mais nous avons cette R-là dans le dénominateur. Alors, c'est difficile de faire la séparation. Autrement dit, la résolution, mathématiquement parlant, hein, est presque impossible. Mais c'est presque, non. Elle est impossible. Non, ici, je suis obligé de préciser ça. Regardez, nous avons R en dénominateur. Voilà, R au dénominateur là. Donc, ça rend la résolution impossible. Donc là, rien à faire. Mathématiquement parlant, on ne peut pas du tout faire le calcul avec cette R qui est égale à racine de x au carré plus y au carré. J'espère que nous faisons tout à dire. Bon. Bon, bref. Mathématiquement, la résolution étant difficile, donc on est obligé de passer aux coordonnées sphériques. Les coordonnées sphériques, regardez l'hamiltonien comment c'est-à-dire, permettez-moi de retourner encore une autre fois. Regarde, le Laplacien, qui est une dérivée seconde selon x, plus une dérivée seconde selon y, plus une dérivée seconde selon z, est 1 sur racine de x au carré, racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. Regarde qu'est-ce qu'il devient, le transfert, le passage de coordonnées cartésiennes en coordonnées sphériques. Regardez qu'est-ce qu'il devient, l'hamiltonien. D'accord? Donc l'équation de Schrödinger, hein, il faut tenir compte de tout ça. Seulement, en coordonnées sphériques, il y a une chose qui simplifie un peu le calcul. On verra après. Bon, il va y avoir la difficulté majeure, on va le voir après. Mais pour l'hydrogène ou l'hydrogénoïde, déjà, on a séparé tout ce qui est R de ce qui est θ. C'est surtout cette partie-là entre crochets. Hein. C'est vrai que nous avons R ici en facteur, mais dans à l'intérieur des crochets, nous avons une séparation de ce qui est radial de ce qui est angulaire. Ça va simplifier beaucoup le calcul. Alors, on peut considérer que l'hamiltonien, donc, c'est une partie qui dépend de R, ça et ça. Mais pour l'instant, on va considérer que ça. Pour l'instant, hein, parce que ça va nous permettre de voir clair qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la résolution. Donc, une partie qu'on va appeler T de R, d'accord, ne dépend que de R. Elle est là. Une partie angulaire qui ne dépend
que de θ et de phi, c'est cette petite séparation, c'est surtout ce qui est entre crochets, seulement dans T de R, on tient compte également de ça, mais à l'intérieur, nous avons une partie radiale, une partie angulaire. C'est vrai, une autre partie angulaire là qui va, au niveau de calcul, va faire partie d'une grande partie radiale, mais pour l'instant, c'est surtout ça. Surtout cette petite séparation est très importante. D'accord? Regardez. Alors, la partie angulaire, d'accord, en θ et phi, on montre tout simplement que c'est le carré, hein, cette partie-là, h au carré, je retourne ici, pardon. Hein, je prends ce h au carré, je le mets là. D'accord? Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le carré du moment orbital, le moment orbitalaire, c'est-à-dire RMV en mécanique classique. Donc, c'est moins h au carré, hein, ça, c'est le carré de L2. Donc, cette partie angulaire n'est d'autre que, à ce facteur près, le carré, hein, du moment angulaire orbital. Hein, rappelez-vous, ce moment est égal à RMV, où R scalaire, vectoriel, pardon, R vectoriel P, et dans le mouvement circulaire, c'est R multiplié par P, et P est égal à MV. Mais en mécanique classique, rappelez-vous que P a une certaine forme, c'est moins H bar D sur dr ou D sur dx, peu importe, donc c'est une dérivée première, ce qu'on appelle le facteur Nabla. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, on l'a vu la dernière fois. Donc, la partie angulaire, hein, est proportionnelle au carré de L2. Donc, mais ici, ça, c'est très important également, cette partie qui ne dépend que de phi, c'est très important, c'est la projection de L sur l'axe des Z. D'accord? Au facteur près, mais toujours en mécanique quantique. D'accord? L2 sera une fonction de Lz. Alors, donc l'hamiltonien, c'est la partie radiale qu'on a exposée tout à l'heure, et L2 sur 2m ELR, parce que dans L2, on n'a pris que moins h bar, c'est tout. Hein? Je retourne à l'expression. Regardez, moins h bar, la partie angulaire, c'est L2. Donc, cette partie, L2 sur 2m ELR. J'espère que c'est clair maintenant. Donc, l'hamiltonien, bon, je vous dis, hein, si jamais vous trouvez une difficulté à suivre, vous stoppez la vidéo, vous retournez en arrière et vous essayez de reprendre. Donc, T de R plus L2 sur 2mR moins la partie qu'on a pas touchée, hein, ZEK. Donc, déjà là, on a une petite, si j'ose dire, une petite séparation des variables R et θ. θ et phi, partie angulaire et partie. Donc, comme vous le remarquez ici, H et L2, ils commutent. C'est ce qu'on a vu en mécanique quantique. Hein, donc, ils commutent. Ils admettent donc le même ensemble de fonctions propres. Ça, c'est très important. Donc, d'ores et déjà, si on cherche les valeurs propres et les fonctions propres, c'est surtout les fonctions propres de L2, on peut facilement trouver les fonctions propres de H. Pourquoi? Parce que H et L2 commutent. Ça d'une part. D'autre part, L2 et LZ, qui est LZ, c'est la projection de L sur l'axe des Z, également commutent. LZ et L2, ça on va le voir en TD, le commutateur. Vous vous rappelez ce que c'est le commutateur? En TD, on va faire le détail. Le commutateur de L avec LZ, L2, pardon, L2 et LZ est égal à 0. Donc on dit qu'ils commutent. S'ils commutent, ils admettent donc le même ensemble de fonctions propres. Autrement dit, si je cherche les fonctions propres de Lz à l'aide de cette équation qui est relativement simple à intégrer, d'accord, hein, il dépend que d'une seule variable, sphérique bien sûr, qui est phi.
Alors, je peux remonter pour chercher les fonctions propres de L2, parce que Lz commute avec L2. Et une fois que je cherche les fonctions propres de L2, je peux facilement trouver celles de H. Donc, L2 commute avec Lz. Lz, il est facilement intégrable. Cette équation-là, psi égale à la valeur propre psi, il est facilement intégrable. On retrouve les fonctions propres de L2. Et après, étant donné que H et L2 commutent, donc on va retrouver les fonctions propres de H. Hein? C'est une gymnastique importante. C'est exactement, on va faire ça en TD. Hein? C'est très important.